qu'on va reprendre avec nos 3 écrivains, Virginie Linhart, Emmanuel de Boisson, Virginie Linhart, Emmanuel de Boisson, Patricia Tourangeau, les 3 écrivains de cette première partie de l'après-midi. Et René Friedman présente notre premier écrivain. Voilà, alors j'ai le grand plaisir de présenter Virginie Linhart, que je connais depuis un certain temps, on va dire. Et non, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on a un épisode, quand elle était bébé, elle habitait à la maison avec ses parents. Donc ça ne me rajeunit pas, mais elle non plus, mais enfin c'est la vérité, quoi. Donc ça crée des liens. Et entre-temps, elle est devenue écrivain, réaliste. On n'entend pas ce que je dis, c'est pas possible. Que tu te mettes vraiment beaucoup plus près. Déjà, je suis en train de les croquer. Bon, Virginie Linhart est donc un écrivain, une écrivaine. Elle est une réalisatrice, une documentaliste. Elle a écrit beaucoup de choses sur l'histoire, sur mai 68 justement, que j'évoquais tout à l'heure sur un plan plus intime, et sur un certain nombre de personnages qui ont marqué notre histoire. Donc elle a un point de vue très aigu de cela. Mais en fait, si on l'a invitée aujourd'hui par rapport à la thématique de l'espoir ou du désespoir, c'est parce qu'elle a publié un livre qui s'appelle « Une sale affaire », publié chez Flammarion en 2024, qui parle de l'intime à partir d'un autre livre qui était prévu en 2020, « L'effet maternel ». Et là, ce livre, il a une histoire, c'est qu'il a été mis en demeure par sa mère et son ex-compagnon, donc la mère de Virginie, qui s'opposaient à la parution de 68 pages de ce livre. Donc il y a eu toute une histoire de justice. Est-ce qu'il y a eu un espoir ou un désespoir par rapport à la justice et par rapport à son recours à la créativité, à la création et surtout par rapport à son intimité et son intime. Voilà ce que je lui demande, si elle veut bien venir nous parler de cette expérience qui mélange donc l'intimité et la sociétabilité. Merci. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez? Ça marche? Alors, ok, je me lance. J'ai préparé un texte, je suis toujours plus à l'aise de partir d'un texte que j'ai écrit. Je vais essayer de ne pas trop le lire pour pas trop vous ennuyer. Et puis ensuite, on discutera. Mes parents ont divorcé lorsque j'étais petite. Nous étions au mi-temps des années 70. La garde partagée n'était pas encore passée dans les mœurs. J'étais la plupart des week-ends avec mon père, mais j'habitais avec ma mère au quotidien. Elle travaillait autant le jour qu'elle sortait le soir. Toutes ces nuits étaient réservées à sa vie de femme, sans doute sacrifiée trop tôt, m'ayant eu très jeune. Dans ces conditions, le babysitting n'était pas une option. Il aurait coûté excessivement cher. Ma mère me couchait, m'embrassait, puis disparaissait. Dès que j'entendais la porte d'entrée claquer, je sautais de mon lit et je fonçais me réfugier dans l'angle gauche de notre salon. De l'autre côté de la rue, qui était étroite, se dressait un immeuble identique au nôtre. Au même étage, par la fenêtre, en une symétrie impeccable, je voyais un autre salon. C'est là que vivait ce que j'appelais en moi-même la famille parfaite. Chaque soir, ils se mettaient à table, papa, maman, les 3 enfants. Chaque soir, je les observais. Je les regardais, parler, rire, manger. Ça me rassurait. Ils étaient proches, il y avait de la vie, des personnes, il y avait une famille. En cas de danger, je me disais que je pourrais toujours me mettre sur le balcon, faire de grands gestes pour attirer leur attention. Ils viendraient me sauver. Je leur inventais des prénoms, des âges, une scolarité. J'attribuais un métier au papa et à la maman. J'imaginais même les dialogues idéalisés de la famille parfaite, avec tous les guillemets que suppose une telle assertion. Je faisais les voix des différents protagonistes, père, mère, enfant. Cela donnait des échanges aussi dérisoires que ceci. Voix de la maman. Alors mes chéris, comment s'est passée la journée? Vous avez bien travaillé? Qui a eu des bonnes notes? Voix de l'enfant 1. Maman, j'ai eu 17 à ma disserte, je suis trop content.
Voix de la maman. Bravo, mon chéri, je suis fière de toi. Et toi, Émilie, comment s'est passé l'exposé d'histoire? Voix de l'enfant 2. Bof, il y avait trop de bruit, j'ai l'impression que ça intéressait personne, même la prof, elle avait l'air de s'ennuyer. Voix du papa. Il était super ton exposé, mon cœur, moi ça m'a appris plein de trucs. Je suis sûre que ta prof était contente. Comme d'habitude, tu dis que ça n'a pas marché, et puis ensuite, tu as toujours de très bonnes notes. Je ne suis pas inquiète du tout. Voix de l'enfant 3. Papa, je voulais savoir, on peut aller voir le nouveau Batman samedi? J'ai vu qu'il jouait place Gambetta. Ça te dit? J'ai trop envie. Mes copains m'ont dit qu'il était super. Bon, bref, vous l'aurez compris, la famille parfaite a occupé mes soirées et m'a aidé à ne pas me laisser submerger par la terreur d'être seule, la nuit, dans un appartement déserté. Ce souvenir, je l'avais oublié. Il m'est revenu en mémoire. Il m'est revenu en mémoire lorsque j'ai réfléchi à l'adaptation pour un court-métrage de La Petite Caillasseuse. C'est une nouvelle du formidable auteur irlandais Robert McLean Wilson. C'est l'histoire d'un homme qui se remémore son adolescence dans le Belfast de la guerre civile. Il est adolescent et à chaque fois qu'il sort pour retrouver ses copains, il est littéralement bombardé de cailloux par une petite fille d'une dizaine d'années. Pendant des mois, cette petite fille le caillasse sans relâche, sans un mot, sans explication. Il n'a jamais su pourquoi et il ne l'a jamais oublié. Lorsque j'ai adapté la nouvelle, j'ai choisi d'inverser la position narrative. J'ai fait de la petite caillasseuse l'héroïne de l'histoire. J'ai imaginé que c'était une petite fille qui fuyait son foyer, qui fuyait un grand frère incestueux, qui aurait des gestes déplacés. Et comme elle est trop jeune pour expliquer ce qui ne va pas, qu'elle ne trouve pas de parole ou d'écoute chez elle, elle va dehors et elle caillasse ce jeune homme qui a l'âge du grand frère incestueux. De cette manière, elle instaure un rapport, une relation avec l'extérieur, et ça l'aide à surmonter. Pour dire la vérité, j'aurais adoré jeter des cailloux sur les vitres du salon de la famille parfaite. J'aurais aimé qu'ils sachent que j'étais là. Et moi non plus, je n'aurais pas su leur dire ce que je vivais, mais j'aurais eu le sentiment d'exister pour eux. Dans mon enfance, la famille n'a pas représenté le lieu de la quiétude, de l'assurance, de l'attention. C'était l'extérieur qui m'offrait ces possibles-là. C'était l'extérieur qui m'offrait cet espoir-là. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est le monde extérieur qui m'a protégée, qui m'a rassurée, qui m'a aidée à grandir, qui m'a appris à aimer. Je suis mère de 3 enfants. Ils sont désormais tous adultes puisque mon fils Élie vient d'avoir 18 ans. Et je suis frappée de voir à quel point c'est l'inverse pour eux. La maison, les parents, les fratries, en dépit de tous les conflits possibles, sont de toute évidence une source constante de réassurance, de tranquillité, d'espoir. Oui, d'espoir. Ensemble, nous partageons l'idée que ça va nous faire du bien d'être réunis en famille. Je n'ai pas connu cela, et aujourd'hui, je trouve ça assez intéressant de réfléchir à mon travail de documentariste et d'écrivaine à l'aune de ce constat. Je crois qu'avoir choisi la voie du documentaire est tout sauf anodin. Dans les films que je réalise, je suis derrière la caméra, je regarde, je pose des questions, j'écoute mes protagonistes. D'une certaine manière, je continue d'être derrière la vitre. Les entendre me parler me redonne la parole, les voir vivre m'enseigne comment vivre. Le parallèle me trouble soudain par son évidence. Petite fille, j'épiais la famille parfaite. Réalisatrice aujourd'hui, je scrute celles avec lesquelles je m'entretiens dans le noir d'un studio de tournage. Quand je réfléchis à mon travail littéraire, à ce jour j'ai publié 6 livres, je constate que j'ai longtemps appliqué une méthode similaire à celle qui prévaut pour mes documentaires. Là encore, ce qui est premier pour moi, c'est la rencontre de l'autre, c'est le dialogue. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'essai et pas la fiction. J'avais besoin d'aller dans le monde extérieur parce que je pensais que c'est du monde extérieur que surviendraient des dialogues, des explications, une possibilité d'assembler les pièces du puzzle pour parvenir au travers de ces récits à me raconter aussi. C'est ce que j'ai fait dès mon premier livre, Volontaire pour l'usine, vie d'établi, dans lequel j'ai souhaité recueillir les souvenirs de ceux qui, comme mon père, conformément aux préceptes maoïstes,
était descendu de cheval pour cueillir les fleurs. Bon, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'au nom de cette formule énigmatique, quelques centaines d'étudiants ont renoncé à leurs études, à leur position privilégiée dans la société, pour s'établir en usine, devenir ouvriers et convertir leurs collègues de travail à l'idéal révolutionnaire, en droite ligne du mouvement de mai 68. Je suis la fille de Robert Linhart, l'écrivain qui s'est rendu célèbre par ce livre, qui a fait de lui pour toujours l'établi. Et on aurait pu imaginer que je n'avais rien à apprendre de cette expérience politique extrême. C'est tout l'inverse. Lorsque j'avais 15 ans, mon père est tombé malade. Il s'est muré dans un silence qui ne m'a pas permis d'en savoir davantage que ce que révèle la lecture de son livre. Ainsi, dès l'adolescence, il m'est apparu clairement que l'espoir d'une parole énoncée sur l'engagement paternel ne pourrait advenir qu'en dehors de la famille. C'est donc la première fois que j'ai brisé, en quelque sorte, à la fois une solitude et un silence. Je suis allée voir d'anciens établis pour qu'ils me racontent leur établissement. Ça a bien marché, pas le livre, mais la sortie du silence et de la solitude. Et donc j'ai continué par la suite. J'ai reproduit cette méthode pour le livre Le jour où mon père s'est tu. Je suis partie à la recherche de ceux qui, comme moi, avaient eu des parents d'extrême gauche engagés dans le mouvement de mai 68 et dans le militantisme des années 70. En écoutant ces enfants, devenus adultes, me sont revenues les bribes de ma propre histoire. Dans nos familles, la politique prenait le pas sur tout, l'amour, l'argent, le travail, la réussite. La politique était première, elle était irremplaçable. En son nom, nos parents nous ont laissé grandir à côté d'eux plutôt qu'avec eux. Ce sont les témoignages rassemblés qui ont fait ressurgir des souvenirs que j'avais cru perdus à jamais, l'étrangeté, la gaieté et la violence de cette enfance-là. Sa radicalité aussi. C'est ainsi qu'est née une forme littéraire que parfois je qualifie d'autodocumentaire plutôt qu'autofiction. À mes yeux, l'autodocumentaire, c'est ce qui mêle la grande histoire et l'intime, les témoignages collectifs et les souvenirs personnels. Cette méthode n'est pas celle de la romancière à proprement parler, mais elle appartient à la littérature. C'est dans l'imbrication précise entre ma trajectoire singulière et l'histoire politique et sociale du pays, dans ce que j'écris au plus près de l'intime et dans ce que j'ai compris du grand récit collectif que se fabrique mon écriture. Grâce à la parole des autres, je réussis à écrire à la première personne, à remettre du jeu, JE, dans le nous, à comprendre ce qu'il y avait de collectif dans cette enfance singulière. Au fil de ce récit, je crois avoir démontré que les enfants nés de cette histoire-là forment aussi une génération, peut-être même une sorte de famille. Une famille qui ne serait pas unie par des liens du sang, mais par une temporalité politique commune. Cette famille-là, c'est une famille choisie. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que la rencontrer a changé ma vie. Ensuite, j'ai travaillé sur un nouvel essai. Il s'agissait d'une quête biographique qui mêlait des entretiens filmés avec des rescapés des camps de concentration, qui me racontaient leur vie après, avec une enquête que j'ai menée sur mes grands-parents juifs polonais cachés en France. Ce récit s'appelle « La vie après » et il fonctionne exactement comme les deux précédents. Il mêle une enquête, l'histoire de ces années-là et le récit de mes souvenirs attachés à mes grands-parents. C'est une sorte de pelote de laine. Je tire le fil de ces trajectoires collectives, je tisse le récit de ce qu'ont vécu les témoins de la Shoah. Ce qu'ils me disent m'apprennent, me montrent, me permettent de trouver les mots pour écrire une histoire qui ne m'a jamais été racontée, celle de mes ascendants. À la suite de ces récits, j'ai souhaité mettre en scène l'histoire d'une jeune maman et de son bébé qui avait été abandonné par le père lors de la grossesse. C'est une histoire qui m'est arrivée et j'avais envie de raconter le sort que la société contemporaine réservait aux mères dites célibataires. En écrivant sur la solitude de cette femme, sur la solitude de cette maternité qu'elle apprenait toute seule, me sont revenus des souvenirs de ma propre enfance et de ma relation à ma mère.
Et je me suis donc, comme 10 ans auparavant, sur la figure paternelle, interrogée sur la figure maternelle. Mais contrairement à mes autres récits, je ne suis pas allée chercher des témoignages d'autres femmes qui, comme moi, auraient grandi dans les années 70 et qui auraient été élevées par des mères de ces années-là. Je ne l'ai pas fait parce que dans mon récit, je transforme ma mère en figure générationnelle, animée par une logique singulière, qui est celle de la période traversée par des événements historiques cruciaux, mai 68, le féminisme. J'en dresse un portrait représentatif d'une génération qui dépasse son être propre. Et je la transcende aussi en l'inscrivant dans une généalogie. En effet, il me semble que la famille n'est pas autre chose que le nœud improbable de 2 lignées qui se prolongent après s'être mélangées dans leur corps et peut-être même dans leur inconscient. Le poids de la Shoah dans l'histoire de mon père est au moins aussi prédominant dans son destin que l'enfance patriarcale qu'a reçue ma mère. Donc c'est l'histoire de l'effet maternel. Je ne sais pas combien de temps je dispose encore. Ok, 5 minutes, bon bah ça va. Ça va ? L'un de mes amis proches a qualifié ce livre de mémoire d'une jeune fille dérangée, en référence à Qui l'on sait. C'est bien vu. J'ai été très longtemps dérangée, hantée même par tout ce dont j'avais hérité, mais qui ne m'avait pas été expliqué. Et il m'a fallu le comprendre pour devenir mère à mon tour. L'effet maternel est à ce jour mon ouvrage le plus intime, même si je suis convaincue qu'il recèle une forte part d'universel. Au-delà de ma propre aventure, il retrace une histoire ancrée dans un collectif, celui de ma génération. Une génération que l'on ne nomme pas, et je livre ça à votre réflexion, contrairement à celle de nos parents, dont on dit qu'elle est la génération 68, contrairement à celle de nos enfants, dont on dit qu'ils sont la génération MeToo, la génération Instagram. Cette génération à laquelle j'appartiens n'est pas nommée, mais elle a des choses à dire, à écrire, comme en ont témoigné les récits de Vanessa Springora avec le consentement, ou de Camille Kouchner. Pour moi, l'espoir, c'est ça. Ce sont ces autrices qui se saisissent de leur enfance, de leur adolescence, de leur vie de femme, et imposent leur voix. Pour conclure, le dernier livre que j'évoquerai, le plus récent, René vous en a dit quelques mots, c'est un livre que je n'aurais jamais pensé écrire, qui m'a fait désespérer de ma famille. Il raconte l'histoire suivante. Au moment de la sortie prévue de l'effet maternel, j'ai appris qu'une procédure de référé interdisait sa publication et demandait la suppression de 68 pages. J'adore ce 68. C'est quand même extraordinaire. Si l'inconscient n'existe pas, je ne sais pas ce qu'il y a, quoi. C'est-à-dire que vous imaginez bien que moi qui ai réalisé un film qui s'appelle 68, mes parents et moi, bon, qui est cette histoire politique, qui avait des parents qui, évidemment, proclamaient qu'il était interdit d'interdire, je me retrouve au tribunal pour défendre 68 pages menacées de censure. Donc, j'ai consacré le mois de la promotion de la sortie de l'effet maternel, qui n'a donc pas été publié à ce moment-là, à la défense de mon cas, parce que c'est comme ça que ça doit s'appeler. Et je me suis battue, j'ai gagné ce procès avec Flammarion. Le livre est sorti sans une phrase supprimée, pas une phrase. Ça a été une immense victoire, pas du tout personnelle. Ça a été plutôt difficile personnellement, mais en tout cas, ça a été une victoire sur qu'est-ce qui est important d'écrire et comment la justice l'entend. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans une salle affaire. J'ai voulu demander si on a le droit finalement de documenter une période historique, en l'espèce mai 68 et plus largement les mutations sociétales des années 70 et 80, en s'affranchissant de ceux qui l'ont vécu en tant qu'acteurs impliqués et qui estiment souvent être les seuls détenteurs de cette histoire. Comment écrire sur soi en passant sous silence son enfance, ses parents, ses amours,
dans le domaine de l'écriture autobiographique qu'autorise, qu'interdit la justice. Jusqu'où peut-on aller dans le récit de soi sans blesser son entourage? Vaste question. Je n'irai pas soutenir ici qu'un procès a le même impact qu'une psychanalyse, mais il n'empêche que ce récit est pour moi un des plus personnels que j'ai écrit, parce qu'il traverse une question qui est primordiale et sur laquelle je vais conclure. À qui appartient l'histoire? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté attentivement. Donc, merci Virginie. Et comme à notre habitude, on posera les questions en fin des 3 interventions. Donc maintenant, je vais présenter Emmanuelle de Boisson, qui est romancière, journaliste, cofondatrice du prix de la Closerie des Lilas. Elle est l'auteure de plusieurs essais, de 12 romans. Et cette fois-ci, elle va parler d'un roman qui s'appelle « Un coup au cœur ». Un coup au cœur qui commence par une mort apparente. Emma est morte le 7 février. Son cœur a cessé de battre pendant 30 minutes. Elle va nous raconter l'accident cardiaque qui l'a terrassée et aussi tout le cheminement et le chemin pour revenir à la vie. Et vous allez voir à quel point c'est compliqué et c'est fait d'aller et retour entre la mort et la vie. À toi. Bonjour à tous. C'était il y a 2 ans, le 7 février 2022, en début d'après-midi. Je vais prendre un petit café avec un jeune agent littéraire et je suis très en forme. Je viens de passer une nuit blanche, je suis d'ailleurs grisée par ça, à corriger les épreuves de mon prochain roman. Voilà, tout va bien. Je rentre à la maison et là, j'ai mal au dos. Un mal au dos qui me prend en bas des reins comme ça, assez puissant quand même, qui augmente. Et par chance, ce jour-là, mon compagnon, Anton, dans la vie Anthony Palou, qui est journaliste au Figaro, mais je l'appelle Anton dans le roman, est là. Et ça, c'est un miracle, parce qu'il aurait dû aller à la réunion culture du journal, et il est resté faire la nécro d'un auteur de théâtre qui venait de mourir à 101 ans. Donc, quelque part, c'est grâce à un mort que je suis vivante. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme j'ai mal au dos, il me dit de prendre un Doliprane, de m'allonger. Ce que je fais. Et ensuite, au bout d'un petit moment, je lui dis « Écoute, j'ai envie de vomir ». Et là, il se souvient que dans un roman, une femme qui avait été prise de nausée avait fait un infarctus. Il a cette mémoire-là. Et devant ma mine de déterré, on va dire, il appelle le SAMU. Et moi, j'étais présente, mais en fait, après, je me suis aperçue de rien. J'ai eu une espèce d'amnésie de tout ce qui s'est passé, alors que j'étais vraiment là. Et je lui attrape son téléphone et je lui dis « Non, non, je veux pas aller aux urgences, on attend des heures. » Il me dit « Non, non, c'est pas ça. » Et il a rappelé, il est retombé sur la bonne personne qui lui a dit « Je vous envoie les pompiers. » Ça, c'était fait. Et à ce moment-là, je lui ai dit « Je vais mourir. » Et je suis morte. Mon cœur s'est arrêté. Je ne respirais plus. Sans m'en apercevoir. Une mort comme on s'endort, assez douce d'ailleurs. Et il a eu un réflexe extraordinaire. Il se souvenait que sa sœur infirmière lui avait appris quand il était jeune les gestes qui sauvent. Et là, très rapidement, il a eu l'idée, d'ailleurs j'étais sur mon lit, il m'a mis des livres en dessous du dos, il m'a mis la tête en arrière comme ça, la bouche ouverte, et il a commencé à faire ce massage cardiaque. Pour ceux qui ont déjà appris les gestes qui sauvent, ben c'est bien. Ceux qui ne savent pas, je vous conseille de faire la formation. Il a mis les mains comme ça, et il a commencé à faire, de façon assez dynamique et forte, des pressions sur mon plexus. Quitte à me casser les côtes, mais ça, c'est pas grave. Il vaut mieux faire ça très fort.
Ça fait circuler parce qu'il s'est souvenu aussi que quand on attend 3 minutes, le cerveau n'est plus irrigué et les organes non plus, bien sûr, mais surtout le cerveau. Et donc, il faut agir très vite. D'abord, voir que la personne est vraiment morte, ne respire plus et y aller. Et vous faites ça, et il l'a fait pendant des pressions de 6 séries, comme ça, pendant, en gros, 20 minutes. Alors, imaginez la scène. C'est une vraie scène de guerre pour lui. D'ailleurs, il a été assez traumatisé par ça. Moi, il me regardait, je ne respirais plus, pas un battement de cils, je crachais des glaires, je bavais comme quelqu'un qui est une espèce de moribond, macabé. C'était pas très joli à voir. J'avais la peau grise, les lèvres bleutées. Quand il a voulu regarder dans mes paupières, Jésus était blanc. Donc j'avais tous les signes de quelqu'un qui est mort, quoi. Et il s'est dit, chaque seconde dans ces cas-là, c'est une éternité, et il s'est dit, je le fais, même s'il y a une chance sur 10 000, je continue jusqu'à l'arrivée des pompiers. Donc, le téléphone a sonné, au bout d'un moment, à peu près 20 minutes, on va dire, et là, les pompiers ont dit, c'est nous, on est en bas. Vous nous donnez le code ? Eh ben non, il ne l'avait pas. Pourquoi ? Parce qu'il utilise un bip pour entrer dans l'appartement. Pas de chance. Mais il a quand même... Donc il m'a laissé tomber, il était très angoissé à l'idée de qu'est-ce que je fais, je vais pas prendre l'ascenseur quand même, parce que si ça se trouve, ça va s'arrêter. Donc je vais prendre l'escalier à toute vitesse, boum, il est descendu, les pompiers sont montés à toute berzingue, et ils ont dit à Anthony, sortez monsieur, c'est pas beau ce qu'on va faire. Il est sorti, et ils m'ont fait du défibrillateur, c'est-à-dire des électrochocs. Ils m'ont mis des électrodes, et boum, ça fait, je crois que c'est assez violent comme mouvement. Ils en ont fait 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 6. Est-ce qu'on arrête maintenant ? Elle repart pas. Aïe ! À ce moment-là, le médecin du SAMU est arrivé, et c'est lui qui décide de faire durer ou pas la personne. Et par chance, ils ont quand même essayé d'en faire un 7e et un 8e pour la route. Et le 8e, au 8e, mon cœur est reparti. Mais c'était quand même pas évident, ce 8e électrochoc, parce que vous allez voir dans quel état j'étais. Donc, j'étais pendant ce temps-là ailleurs, très loin. Donc, j'ai raconté ce qui s'est passé dans un roman-récit qui s'appelle Un coup au cœur, qui est paru chez Kallmann-Lévy en janvier 2024. Donc, je l'ai écrit assez vite. Ensuite, j'étais dans le coma à Cochin. On m'a transporté là-bas. Donc, 8 jours de coma. Et je me souviens des tentatives de réveil. Il y en a eu 3. C'est quand même, l'AREA, c'est quand même une scène Netflix où vous êtes dans un monde complètement enfermé. Vous ne voyez pas le jour, vous savez rien de ce qui va se passer. Vous avez des machines partout, des électrocardiogrammes. Et j'avais des hallucinations effroyables, je les raconte. J'ai fait une espèce de sortie de corps. J'avais surtout des douleurs atroces. D'abord, il m'avait cassé les côtes, et puis j'avais plein d'effets, c'est-à-dire que tous mes organes étaient touchés. On m'avait mis un stent, je précise. La cause de cet accident, c'était un bouchon qui s'est formé rapidement dans l'intraventriculaire. C'est ça, l'intraventriculaire. Bon. Et à cause d'une pollution, sans doute peut-être le tabac, on ne sait pas, ou de l'hérédité, mais voilà ce qui s'est passé, ça s'est bouché. Et nous, les femmes, entre parenthèses, on ne fait pas assez attention à nous. Vous savez qu'il y a 200 femmes qui meurent par jour d'arrêt cardiaque. Donc il faut vraiment faire de la prévention. Donc j'ai raconté ces tentatives de réveil, j'ai raconté ma sortie de corps où je suis allée me balader dans l'hôpital, découvrant des salles de réunion, des chambres où il y avait quelques coucheries même d'ailleurs. Je suis revenue, j'avais des dictates qui m'obligeaient d'écrire, c'était horrible. Et j'avais tellement mal que j'avais l'impression de descendre au fin fond de la mer, dans des abysses, là où se trouvent des orques, des bêtes atroces. Et je m'étais dit, ouf, tant mieux, je suis là, j'aurais plus mal, et j'avais qu'une envie, c'était mourir dans ces moments-là. Et à un moment, j'ai levé les yeux vers le ciel et je suis remontée. Donc tout ça, c'est une vraie bataille, comme tu disais tout à l'heure, Muriel, une vraie bataille qui s'est passée pour rester en vie, véritablement. Et une bataille pour prouver à tous, ensuite, quand je me suis réveillée, on n'était pas sûr que je ne sois pas atteinte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent avec des grosses séquelles. Et donc, ils m'ont fait faire des tests, et beaucoup de gens m'ont dit « Mais alors, des amis, ça va bien ?»
tu n'as pas de problème. Et je me suis sentie obligée de prouver que j'avais une bonne mémoire, que j'avais toute ma tête, que j'avais tous mes réflexes, que je n'avais pas de séquelles, parce que c'est quand même mon cerveau a défibrilisé. C'est-à-dire que j'ai eu une espèce de, comment vous dire, un électrochoc au cerveau. Un certain temps, il n'a pas été assez oxygéné. Moi, par chance, j'ai pas de séquelles, mais il y en a beaucoup qui en ont. Beaucoup de dictions, de toutes sortes. En tout cas, j'ai compris quand j'ai été voir le patron de Cochin, de la RIA de Cochin, Jean-Paul Mira, que je remercie, qui m'a dit que vous faites partie des 0,01% des gens qui s'en sortent après ce que vous avez eu 30 minutes d'arrêt cardiaque. Donc j'ai compris que j'étais une miraculée. Et c'est à l'hôpital que me sont revenus, alors que je somnolais, que me sont revenues des images d'un voyage que j'ai fait dans l'au-delà, que je vais vous raconter. Mais vous allez peut-être me dire, mais c'est l'objet d'hallucinations, vous étiez sous sédatifs ou des rêves. Ben non. Pourquoi ? Parce que c'était tellement vrai, ces images, tellement vécues, avec des sensations tellement fortes, que pour moi, j'y suis allée. Vraiment. Ça s'appelle une expérience de mort imminente. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais je suis vraiment allée dans un endroit dont je vais vous parler, qui est un endroit de toute beauté. J'ouvre une porte, j'entre dans la pièce d'à côté, et là, il y a un couloir que je prends assez vite, happé et attiré vers une lumière complètement diaphane, très très belle, transparente. Et je rentre dans cette lumière, je suis inondée par cette lumière, je ne vois pas très bien les contours de l'endroit où je suis, mais je me sens enveloppée comme de particules d'amour, et surtout très heureuse, dans un état de joie, d'allégresse insensée, comme je n'ai jamais eu de ma vie. Je reste là, et petit à petit, cette buée se dégage et j'aperçois de grandes arcades de pierre sculptées, comme on en voit quand on voit des vieilles églises un peu abandonnées dans la campagne, qui sont ouvertes, ou des temples grands, comme ça, avec les vents qui traversent entre ces grandes arcades. Et je suis comme sur un espèce d'immense patio, avec du marbre par terre, et ces grandes arcades. Je ne vois pas le plafond, il y a des colonnades. C'est un endroit d'une beauté à couper le souffle, où je me sens bien, comme si j'étais chez moi, alors que je ne suis jamais allée dans cet endroit. Et pourtant, je me reconnais. J'ai l'impression qu'une présence m'accueille, que je ne vois pas, que je suis follement aimée. Et pourtant, je suis seule, là. Et je suis jeune, j'ai 17 ans, je porte une petite robe en mousseline. Je me sens très légère, en suspens. Je ne sens plus mon corps, bien sûr, puisque je ne l'ai plus, mon corps. C'est un autre corps qui est là-bas. Je ne suis plus dans ma carapace. Et j'ai envie de danser. Je suis extrêmement heureuse. Et j'ai une mission. Je le sais quand j'arrive là-bas. C'est pour ça que c'est vrai. Je dois aller en diagonale vers un endroit qui m'est indiqué, un ponton. Et j'y vais, en virevoltant, en dansant avec ma petite robe qui vole au vent. J'arrive sur un ponton réellement, où je sens, sous une espèce d'énorme couche, à la fois de glace, c'est pas si de la glace, c'est du molleton, c'est tout doux, mais c'est quand même pas une mer. C'est comme un couvercle un peu épais, et c'est une immense étendue blanche qui rejoint le ciel, qui épouse le ciel au loin. Je suis là, je sens qu'il y a de l'eau qui clapote sur mes pieds, donc c'est une vraie sensation. En même temps, je me dis, c'est bizarre cette eau. Ce qui est un signe que c'est vrai, c'est vraiment qu'il y avait vraiment de l'eau, et vraiment que je me suis dit, pourquoi cette mer est immobile comme ça ? Est-ce qu'elle cache un continent, un lac, un paysage des origines du monde ? Que sais-je ? C'est magnifique. Et je reste dans un état de contemplation. Là-bas, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe plus. Vous êtes dans l'extase, dans un moment d'amour fou. C'est ça que j'ai ressenti là-bas. Évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes reparti, puisque vous étiez si bien là-bas ? Alors, c'est la question. Je ne sais pas vous répondre. Pourquoi je suis partie ? J'aurais pu rester des heures à regarder cette beauté immense, étendue immense de blancheur et de pureté totale. Un silence, pas de téléphone portable, pas d'écran, rien. Le bonheur de la paix totale et la joie. Et donc, je me dis, je vais quand même rentrer. Et là, il a bien fallu
C'était un peu l'aboutissement, si vous voulez. Je me sentais un peu comme si j'étais à l'aboutissement de ma vie, dans un état, une destination où je pense que chacun là, voilà, moi c'était la mienne. C'était là où je devais aller. À la source, je me sentais vraie, sereine, libérée de la peur, comme une parcelle d'un champ magnétique, toute petite. Je ne voulais pas partir. Cette lumière, tout ça me suffisait. Pourtant, il a fallu revenir. Me retrouver dans une carapace encombrante. Comment est-ce qu'on fait quand on a goûté une telle légèreté? Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on supporte les insatisfactions, les contraintes, les bassesses, l'agressivité quand on a connu ce bonheur absolu? Donc la rééducation à la sortie de Cochin a duré 3 semaines. C'était pas une mince affaire. Atelier stress, atelier vie nouvelle, pédalage, vélo cardio, vélo, pédaler pour retrouver un cœur qui se vascularise à nouveau. Et je suis arrivée à récupérer 75% de fraction d'éjection, ce qui est un peu mon record, car j'étais partie à 25. Vous voyez, le cœur était en partie nécrosé, et j'ai tout grâce à ce vélo cardio. Donc, je me suis... Un jour, juste après ma sortie de rééducation, je suis allée voir au théâtre Isabelle Adjani jouer un spectacle qui est très joli sur Marilyn. Et elle cite un livre qui s'appelle « Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà ». En rentrant, je l'achète et je me mets à lire ces témoignages. Et tout d'un coup, je me sens comprise, soulagée, parce que ces témoignages me parlaient. J'avais l'impression d'avoir vécu la même chose, même si ce n'était pas les mêmes exactement. Et j'ai pu mettre un mot sur ce que j'ai vécu, le mot EMI, expérience de mort imminente, qui était pour moi quelque chose que je connaissais, mais je n'y croyais pas du tout. Pour moi, la religion, la foi, j'avais un peu laissé de côté depuis que j'avais perdu un bébé. Pour moi, c'était... Voilà, j'y croyais plus. Et là, je me dis, peut-être j'ai vécu comme quelque chose de fort, une espèce de survie, comme tous ces gens. 4% de la population mondiale a vécu une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle NDE, Near Death Experience. Il y a plein de colloques d'ailleurs sur ces sujets qui sont absolument passionnants. Tellement passionnants que même aujourd'hui, vous avez des scientifiques qui s'intéressent à ce phénomène après la mort. Qu'est-ce que la mort? Combien de temps on n'est pas encore mort après qu'on soit mort, puisque les cellules durent encore? Est-ce que notre cerveau ne serait qu'un récepteur-émetteur pour que notre esprit puisse rejoindre une conscience universelle et survivre, et retrouver les autres, et retrouver une autre vie? Ça, c'est la question. Peut-être qu'un jour, on arrivera à le prouver. Mais il y a des recherches très sérieuses aujourd'hui, et des médecins qui ont écrit des livres que je vous invite à lire, Raymond Moody ou d'autres médecins qui ont écrit sur ces expériences de mort imminente. C'est une vraie raison d'espérer. Toujours est-il que je me sens quand même un peu plus vulnérable qu'avant. J'ai du mal à supporter l'agressivité, je vous l'avoue. Parfois même de mes proches, c'est difficile. Un mot blessant et je sombre. Parfois l'envie, je reconnais, de repartir vers cette belle terrasse suspendue me prend. Mais je lutte pour ne pas être tentée de retourner là-haut. Je me dis plus tard. Dans ce monde, je compare. Je me dis, quand même, on est dans un monde où tout est détraqué. Le climat, la sécheresse, les glaciers qui fondent, l'eau qui monte, la guerre de Gaza à l'Ukraine, des quantités de civils tués. Pour moi, c'est insupportable qu'on puisse tuer des civils, des enfants, des personnes âgées à travers ces guerres où on ne respecte pas les lois internationales de protection des civils. C'est quelque chose qui me révolte. Je vis les choses beaucoup plus qu'avant, mais ça, par exemple. Donc ce monde-là, on tue, il faut pourtant l'accepter. Ce qui me sauve, d'abord l'écriture, qui est ma vieille amie, j'ai écrit une 30aine de livres, et ce livre, cette histoire, je l'ai écrite assez vite, puisque j'écris, pour moi, tout ce que je vis n'existe que grâce à l'écriture. J'ai trouvé les mots par la poésie, ça m'a beaucoup aidée. J'ai donc l'écriture, mes amis, et puis les proches, les petits plaisirs de la vie.
un chevreuil, sous les mirabelliers, 3 minutes, un feu de bois, un bain bouillonnant, des bonnes odeurs, toutes les petites choses de la vie mises bout à bout, ça fait quand même beaucoup. Des raisons de vivre et d'espérer, moi qui suis revenue de la mort, je n'en ai plus peur. Et je voudrais vous rassurer, le paradis existe, j'y ai goûté avec délectation, il est en moi, il trace un chemin de lumière et de joie, de bienveillance. Soyons pleins de gratitude d'être vivants, aimons et vivons heureux. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Donc, je vous présente maintenant Patricia Touranchot. Imaginez une boîte poussiéreuse enfouie dans les archives d'un commissariat, à l'intérieur des photos fanées, des rapports écrits à la main, un objet dans un sac en plastique et une question lancinante. Qui est responsable? Qui est coupable? Les cold cases fascinent. Ces affaires criminelles non résolues cristallisent à la fois le mystère, l'injustice et l'espoir. Les faits divers sont horribles, sont odieux, mais ils s'introduisent dans nos vies, presque de second rang pour certains, reflet de notre société pour d'autres. C'est un quotidien qui s'effondre, un point de bascule, une histoire de gens ordinaires. Mais ces histoires de gens ordinaires, des écrivains se sont passionnés pour ces histoires. Truman Capote, avec De sang-froid, Jeannette Malcolm, L'assassin et le journaliste, ou Emmanuel Carrère. Que révèle cet attrait pour les faits divers et les cold cases? Patricia Touranchot, journaliste, spécialiste des affaires criminelles, a écrit sur Guy Georges, sur l'affaire Grégory, sur le grêlé, dont elle a fait une série de documentaires absolument passionnante que vous pouvez encore voir à la télévision. C'est peu dire que ces lectures et cette vision impressionnent. Nous voici sur le terrain de la non-fiction criminelle. Patricia Touranchot. Bonjour. Alors, je vais vous raconter un peu mon métier. En fait, je me considère comme une fait-diversière. Ça peut paraître bizarre. Certaines préfèrent le titre de chroniqueuse judiciaire, de journaliste polyjustice, etc. Moi, je suis une fait-diversière. C'est-à-dire que je prends l'histoire en tant que journaliste. J'ai travaillé plus de 35 ans dans ce métier, dont 29 ans à Libération, où j'étais spécialiste de la police, la gendarmerie, les affaires criminelles, de grand banditisme, de terrorisme, voilà, les faits divers en général. Et pour moi, le fait divers qui résonne souvent chez les gens comme quelque chose de cracra, c'est les chiens écrasés, c'est très péjoratif quand on s'occupe des faits divers dans la presse quotidienne régionale. On nous catalogue tout le temps, enfin voilà, c'est ceux qui, ce sont les voyeurs, les journalistes qui font la poubelle de l'information, ça a été dit et redit. Et moi, je considère que le fait divers, au sens très large, parce que le fait divers, pour moi, il part effectivement du chien écrasé, mais il arrive aussi jusqu'à l'attentat, jusqu'au tueur en série. Voilà, les faits divers, ça recouvre tout ça, y compris les catastrophes naturelles, y compris les histoires insolites. C'est la définition du fait divers. Et pour moi, c'est une matière très noble, parce que c'est une matière humaine. Et que quand on traite d'un fait divers, d'un tueur en série, d'une famille décimée, quand on traite d'une attaque de fourgon blindé qui a mal tourné avec des morts,
de toute façon, derrière, on a des gens. On a des gens, on a des criminels, on a des victimes, on a des familles de victimes. C'est une patte humaine. Et pour moi, c'est la matière la plus difficile à traiter qui soit dans la presse. Parce qu'on arrive au tout début d'un événement tragique qui a fauché en fait une famille, des parents, des enfants, etc. Et nous, pour informer, je ne peux pas me contenter de ce que va me raconter le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire de la crime. Je suis obligée, et j'essaye toujours, d'aller voir les gens, y compris au moment le plus douloureux. Et après, il faut en 10 secondes, 30 secondes, réussir à obtenir la confiance des gens. Et ça, je l'obtiens assez facilement, mais je sais pas comment. Voilà, il faut avoir de l'empathie, il faut faire comprendre à la personne que de toute façon, malheureusement, enfin on s'excuse parce que c'est pas le bon moment, on sait très bien que c'est tragique, mais qu'il faut que je puisse parler en bien de la personne, soit de la victime qui a été tuée, soit du criminel qui est placé en garde à vue et qui est suspecté de ces crimes atroces. Et bizarrement, ça marche régulièrement. Et donc, quand j'ai traité les affaires Guy Georges, cette affaire, je l'ai prise au début, c'est-à-dire en 1997, quand, en tant que journaliste de Libé, j'apprends au 36 quai des Orfèvres qu'il y a un tueur en série dans la ville et que ça n'a pas été raconté depuis 2 ans, qu'il faut pas le dire pour l'instant parce que l'enquête est sur les rails, qu'il y a un même ADN qui désigne un type sur 4 scènes de crime, d'assassinat de jeunes femmes égorgées, violées de manière absolument atroce. Et voilà, moi je commence là-dessus. Et ensuite, il y a une mère de victime qui s'appelle Anne Gauthier, qui, elle, a tenu le secret pour les besoins de l'enquête pendant 2 ans et qui s'aperçoit qu'il y a une autre jeune femme tuée dans Paris et elle est persuadée, Anne Gauthier, que c'est le même assassin que celui de sa fille. Et à la crime, on ne lui répond pas, on lui dit de se taire, de continuer à se taire et elle dit je romps le silence parce qu'il faut avertir les jeunes femmes à Paris, les Parisiennes, qu'il y a un prédateur dans la ville et qu'il faut faire gaffe la nuit quand on rentre toute seule. Et à partir de là, donc c'est la psychose dans Paris parce que il y a un appel à témoins, il y a des affiches dans les rues de Paris qui conseillent aux jeunes femmes de se faire accompagner le soir. Et puis le tueur en série continue. Enfin, il tue une autre jeune femme et après il disparaît. Donc c'est une traque de 4 mois. Et fin mars 98, Guy Georges est enfin arrêté. Et moi, je pense, et je mets dans le texte que vous pourrez lire, je me suis totalement détachée de mon texte, parce que je sais que vous l'avez et que vous pourrez le lire, mais en fait, les raisons d'espérer, bizarrement, dans l'affaire Guy Georges, c'est que elle a permis de tirer des leçons, de tirer des enseignements, parce que finalement en France on n'était pas encore équipé en matière de comparaison ADN en criminalistique. On n'avait pas de fichier d'empreinte génétique, alors que la Grande-Bretagne en avait un, alors que les Belges étaient plus forts que nous. Et l'affaire Guy Georges a permis, puisqu'il y avait quand même de l'ADN sur les scènes de crime, de constater que il fallait s'équiper d'un fichier d'empreinte génétique. Certes, alors malheureusement, plusieurs victimes ont péri à cause de l'absence cruelle de ce fichier national d'empreinte génétique. Mais depuis, la France a voté en juin 98 la création de ce fichier d'empreinte génétique qui aujourd'hui compte à peu près 4 millions d'ADN nominatifs, c'est-à-dire de suspects condamnés connus, identifiés. Et puis à côté de ça, on a dans la base, il y a 800 000 traces non résolues. Et à chaque fois qu'un nouvel ADN rentre dans cette base, le FNAEG, le fichier mouline, et met en regard, en fait, un ADN nominatif avec une trace inconnue. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de résoudre pas mal de cold cases. Et même des affaires qui depuis 19-20 ans, n'étaient pas élucidées. Et maintenant, ça permet ça.
Et du coup, je trouve ça extraordinaire. Et donc, dans mon métier, vous verrez le texte, il commence par le fait que ce métier me permet d'explorer la face sombre de notre société, le clair-obscur de certains êtres. Et ça, en fait, c'est passionnant. C'est parfois vertigineux, totalement vertigineux, mais de comprendre que dans l'enfance de la plupart des criminels, il se passe quelque chose, et d'essayer de dénicher, d'explorer l'enfance de ces tueurs permet de comprendre beaucoup de choses. Et donc, Guy Georges, le fait de savoir qu'il est abandonné tout bébé par sa génitrice, qui a déjà un autre enfant, qui est serveuse de bar, entraîneuse, à côté d'une base militaire américaine à Marly-le-Roi, qui est enceinte en fait d'un GI américain, qui l'a plaqué, qui est reparti dans son pays où il a déjà femme et enfant, ce qu'elle ignorait. Donc de comprendre que le petit Guy Georges, à quelques jours, est trimballé dans un couffin chez les parents de Hélène Rampillon, mais qui ne veulent pas de lui, parce que les parents, ils ont déjà le premier enfant d'Hélène, et donc en plus le deuxième, il est noir, et donc on est en Anjou, dans une famille de militaires qui n'a pas forcément non plus envie d'avoir un bébé noir, et le petit Guy Georges se retrouve dans des familles d'accueil, chez une nourrice qui n'est pas payée. Et ce qui est vraiment cruel, c'est que Hélène Rampillon, de fait, a abandonné son enfant, mais elle refuse de signer les papiers officiels d'abandon. Ce qui fait que ce n'est qu'à l'âge de 6 ans que, enfin, elle signe ses papiers d'abandon. Donc, entre-temps, il n'a pas pu être adopté. Entre-temps, il a été dans des familles d'accueil de la DAS, qui élevaient déjà beaucoup d'enfants de la DAS. La famille Morin, il y avait déjà 7 enfants Morin, plus 6 de la DAS. Donc, c'était de l'élevage en batterie. Et donc, à 6 ans, on dit, écoute, mon petit Guy, tu ne t'appelles plus ton nom, ce n'est plus Rampillon. Voilà, tu vas t'appeler Guy Georges, on va prendre ton deuxième prénom, tu t'appelleras Guy Georges. Et puis, ok, tu es toujours né le 15 octobre 62, mais tu n'es plus né à, je sais plus où, à Villeneuve, je sais plus où, mais maintenant tu es né à Angers. Et de fait, quand on change l'identité d'un enfant à l'âge de 6 ans, c'est vraiment horrible. Il s'en rend compte, Guy Georges, il comprend ça. Et bon, la suite de son enfance, ce sont que des agressions crescendo. D'abord sur ses demi-sœurs de lait, et puis après, Madame Morin le vire, le renvoie à la DAS, donc un foyer, des fugues, des agressions, des vols avec violence contre des femmes. Il balafre une femme au couteau pour lui voler son sac à main. Et ensuite, voilà, un viol dans un parking à Nancy. Il est condamné à 10 ans. Il ressort en permission. Et lors de sa permission de sortie, voilà, il tue sa première jeune femme, une jeune femme de 19 ans, à Paris 14e, début 91. Et voilà, Guy Georges expliquera lui-même plus tard à son procès que, voilà, que quand il est entre 4 murs, quand il est en prison, finalement, il ressent pas ses pulsions. Mais que quand il est dehors, régulièrement, ça le prend dès le matin, et il dit « Je sais qu'il faudra que je tue avant la nuit ». Et donc là, il s'équipe. Voilà, il emmène du sparadrap, il emmène un opinel de grande taille, et il part dans la ville, et il se considère lui-même, et il dit j'étais comme un tigre dans la jungle, dans les nuits parisiennes, et en fait, il attendait de trouver la jeune femme pleine d'énergie, parce que souvent, c'était des jeunes femmes, il n'avait pas un type, voilà, il y avait une rousse, une brune, des blondes, des petites, des grandes, c'était pas ça son truc, c'était des jeunes femmes qui dégageaient une énergie vitale qu'il n'avait pas. Et d'ailleurs, les experts psychiatres, Daniel Zaguri, Michel Dubec, diront que quelque part, Guy Georges vampirisait l'énergie de ses victimes, et puis que par ailleurs, il y avait un truc incroyable, c'est que quand les psys
lui ont demandé ce qu'il ressentait par rapport à sa génitrice Hélène Rampillon, Guy Georges a dit mais je m'en fous d'elle, c'est pas ma mère c'est Madame Morin, elle c'est pas ma mère, je m'en fous, c'est une étrangère pour moi. Et quand plus tard les psys ont demandé à Guy Georges mais qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à ces belles jeunes femmes et l'état dans lequel vous les avez mises, c'est terrible, les scènes de crime de Guy Georges, moi j'ai vu les photos, c'est horrible et ça reste dans la tête, c'est vraiment atroce. Et lui, Guy Georges disait mais en fait je ne ressentais rien parce que je ne les connaissais pas, ces jeunes femmes. C'était des étrangères pour moi. Bon, donc il est assez facile. Zaguri et Dubec, les psys, ont dit qu'il s'agissait de matricides déplacés, ce qu'il avait fait Guy Georges. Voilà, donc je sais pas, je pense que j'ai été longue, enfin moins que mes copines, mais voilà, peut-être vous pouvez nous poser des questions. Juste, je voudrais vous dire que parfois, tout en essayant de chercher toujours la part d'humanité dans une histoire, dans une affaire, parfois c'est dur, c'est très très dur, et que sur Michel Fourniret et Monique Olivier, dont j'ai suivi les tristes affaires criminelles depuis le début, voilà. Pour eux, je veux dire, je suis allée à leur procès à Charleville-Mézières, procès d'assises qui a duré 11 semaines en hiver à Charleville-Mézières. Déjà, ça c'est atroce, mais passer son temps avec les Fourniret et tout leur crime affreux, ça, je dois vous dire que chez eux, j'ai eu du mal à trouver la part d'humanité, quoi. Voilà. Donc je leur laisse un epsilon, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà. Et heureusement, enfin, pour mes récréations, si vous voulez, j'écris aussi sur le grand banditisme. Et là, par exemple, j'ai Kim et les papis braqueurs, qui est l'histoire d'une équipe de vieux braqueurs âgés de 60 à 72 ans, qui en 2016 ont dépouillé l'américaine Kim Kardashian de 10 millions de dollars de bijoux en plein Paris. Ils ont fait ça à vélo, à l'ancienne, etc. Ce livre est raconté par ailleurs en argot, et puisque c'est le langage de mes vieux bandits que j'ai retrouvé avant qu'ils soient jugés. Et là, voilà, c'est avant tout leur parcours. Kim Kardashian, elle a son chapitre, évidemment, puisqu'elle est la victime. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Les attaques de banques ou les attaques pour voler des bijoux, sans excès de violence, pour moi, enfin voilà, ça va par rapport à tous les autres. Là, c'est plus récréatif et en même temps, c'est assez humain aussi. Voilà, merci. Merci de m'avoir écouté. Oui. Bien, donc après ces overviews d'expériences personnelles et collectives, la salle peut intervenir si vous avez des questions. Ouais. Est-ce qu'un micro pourrait être donné au premier rang ? Moi, j'ai une question à poser à Patricia Tourangeau sur les faits divers. Les faits divers, c'est vachement intéressant. On lit tous des polars, et en fait, les polars des années 70 qui décrivaient la société. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation actuelle du fait divers quand on regarde la télé, les chaînes info? À chaque fois qu'il y a un fait divers, eh bien, on parle politique à partir d'un fait divers. Donc pas l'humanité dont vous parliez, mais la politisation du fait divers et son utilisation actuellement, notamment par les partis extrémistes, mais pas que. Ouais, c'est ce que Bourdieu disait, le fait divers pour faire diversion. Il est certain qu'avec la multiplication des plateformes, des chaînes de la TNT, les faits divers sont utilisés à toutes les sauces. Moi, j'en peux plus quand je vois, BFM, on écoute 10 minutes, mais voilà, 10 minutes, 5 heures plus tard, c'est exactement la même chose qui est racontée, la disparition du petit Émile, etc., etc. Et en plus, sans précaution. Parce que je veux dire que la famille du petit Émile, ait été très très catholique, intégriste, etc. Que le grand-père ait eu à un moment donné, il y a quelque chose de pas net dans sa vie. Mais je veux dire, le pauvre grand-père, il a été habillé pour l'hiver. Et ça, si vous voulez, moi je le déplore.
Je pense qu'il faut traiter des faits divers. Ce sont des faits de société, il faut les traiter. Mais la multiplication, hélas, de toutes ces chaînes et de ces émissions à pas cher où on détourne un peu l'attention, voilà, avec la disparition de Lina, avec ceci, avec cela, j'en pense que du mal. Mais hélas, je peux pas lutter, quoi. Oui, un peu plus loin. Juste pour rajouter à ce que vient de dire Patricia, vous avez aussi les officines d'attaque numérique. Vous en avez énormément en Russie, vous en avez en Azerbaïdjan, vous en avez en Turquie, qui font exprès de faire gonfler ces faits divers pour attaquer nos démocraties. C'est quand même une des choses les plus violentes et les plus dangereuses que nous vivons à l'heure actuelle. Oui, alors je voulais intervenir sur un tout autre sujet, moins politique, de Near-Death Experience, donc expérience de mort imminente. Je me souviens, dans les années 70, j'avais écouté la conférence d'Elisabeth Kübler-Ross, qui était une éminente psychiatre à New York, d'origine suisse, et c'était fascinant. Et puis depuis, alors moi, comme psychiatre dans mon coin, j'ai eu contact avec une médium qui est psychologue à Genève et qui fait de la médiumnité. Et quand j'ai des patients qui ont vraiment des problèmes de deuil, il m'est arrivé de les adresser à elle, et puis ils retrouvent leur défunt, voilà. Et ça, les séances se terminent ensuite, ils n'ont plus besoin de moi. Voilà. Votre question ? C'est un témoignage. Ah, bah écoutez, je vais juste rebondir en disant que c'est vrai que non seulement les médiums, mais je crois que toutes les personnes qui sont au bord de la mort, les personnes âgées, dans les EHPAD, etc., qui ont très très peur de la mort, parce qu'en plus c'est un chemin de croix souvent leur fin de vie, cette perspective nouvelle avec ces near-death experiences peut être une source de réconfort et de joie. Je vais faire juste une petite parenthèse pour annoncer, si vous voulez en savoir plus, j'ai ce roman qui vient de sortir chez Calman Levy, Un coup au cœur, qui est en vente à la librairie, et surtout une pièce de théâtre qui se joue actuellement avec une actrice espagnole au théâtre de l'Essaillon, en face de Beaubourg, qui m'incarne. C'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir sa vie, et c'est la première pièce sur les expériences de mort imminente. C'est de toute beauté, c'est très belle mise en scène, une actrice vraiment fabuleuse, et c'est les lundis et mardis, ça s'appelle À cœur perdu. On a été élu meilleure pièce par Télérama, ce qui n'est pas rien. Et ça se trouve en face de Beaubourg, un petit théâtre du Vieux-Paris. Voilà, je vous y attends, j'y suis à chaque fois. Je monte sur scène à la fin et je parle avec le public, on échange. Voilà. Donc je vous attends à l'Essaillon. Ceux qui veulent, je vous donnerai des petits flyers. Peut-être que quand même on devrait définir ce que c'est que la mort, l'expérience de mort imminente, s'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est quand même très répertorié. Et on peut dire qu'une EMI, c'est un état de conscience altéré qui rassemble l'ensemble des visions et des sensations vécues et rapportées par des patients se trouvant en mort clinique, arrêt de la circulation et de la respiration, ou lors d'un coma avancé. Et elle se caractérise par une succession de phases bien identifiées aujourd'hui. Donc c'est tout à fait reconnu, c'est pas de l'au-delà, ça existe vraiment. Merci beaucoup de la tester. Et c'est vrai que c'est très intéressant, il y a des points communs qui ont été répertoriés, effectivement, entre toutes les personnes qui ont vécu ces near-death experiences. Vous avez beaucoup de témoignages en vidéo, sur YouTube et partout, que vous pouvez écouter. D'autres questions dans la salle pour... Bonjour, Madame Kamrer, ex-radiologue. Alors moi, je ne suis pas du tout psychiatre, mais j'aimerais qu'on m'éclaire sur un point. On ne vous entend pas. Alors, je dis, je ne suis pas du tout psychiatre, mais j'aimerais qu'on m'éclaire sur un point.
D'une part, tous les grands criminels que vous avez décrits, bon, parfois je les vois à la télévision, comme tout le monde, dans les émissions que vous avez citées, et bon, ils ont eu une enfance difficile, ils ont fait des tas de choses pas belles, on pourrait dire, et ils ont un air angélique. Alors moi, je comprends pas trop ce contraste avec un visage apaisé, angélique, avec tout le passé qu'ils ont derrière. Voilà. D'autre part, il y a une chose que je ne comprends pas bien non plus, c'est que les grands criminels, ou enfin grands ou pas grands, hein, incarcérés, qui restent assez longtemps en prison, bon, il y a, mettons, une psychologue, une infirmière qui vient les voir, enfin, ça fait partie de leur métier, et une histoire d'amour se crée entre eux. Alors, je me demande pourquoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Écoutez, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Et je suis allée pendant 48 heures pour le Nouvel Observateur, en 2015, dans la centrale pénitentiaire d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin, où cohabitent 188 criminels sexuels. Voilà, la plupart, il y a que, sur les 188, il n'y a que 20-22 braqueurs. Tous les autres sont des pédophiles, des démembreurs, des violeurs, des tueurs en série. Et à l'époque, il y avait Guy Georges, il y avait Michel Fourniret, Francis Holm, qui y est toujours. Aujourd'hui, on a aussi Patrice Allègre, le tueur en série toulousain. Et je veux dire, on ne voit pas, comment dire, ça ne se voit pas sur leur visage. Y en a un, effectivement, un autre tueur en série, mais qui est mort maintenant, là, qui s'appelait Claude Lastenay, qui tuait des vieilles dames dans les années 90. Il a une gueule d'ange. Donc voilà, mais c'est déroutant, c'est désarçonnant. Et si vous voulez, moi, dans cette centrale-là, bon, je venais essentiellement pour voir la gestion en France par la pénitentiaire des longues peines. Donc, des Guy Georges, des Patrice Allègre, ils ont des groupies. Il y a des femmes visiteuses de prison ou autres qui sont totalement fascinées par ces types-là. Donc c'est maladif. Hein. Enfin, il y a plusieurs catégories de ce genre de femmes. Moi aussi, je ne comprends pas. Mais j'avais discuté une fois avec une copine de Guy Georges. Après qu'il ait été incarcéré, elle avait assisté au procès, elle était étudiante en droit, et je lui avais dit, mais comment, tu te rends compte, tu as assisté au procès, tu sais ce que Guy Georges a fait. Comment tu peux même imaginer, tu vois, une histoire avec lui? Je ne comprends pas. Et elle me disait, mais non, mais il n'est pas du tout comme tu crois. Il n'est pas comme vous croyez. En fait, on parle de la nature, des animaux, il aime la nature. Je sais qu'il aime les aigles, qu'il aime la nature, mais ça ne change rien. Donc c'est très déroutant. Ils ont failli avoir un enfant ensemble et puis ils ont arrêté. Mais voilà, on ne peut pas voir sur le visage de ces gens ce qu'ils ont fait. Comment ? Je voudrais rebondir. J'ai réalisé un film sur Marc Ribot, le photographe, le très grand photographe de Magnum. Et il se trouve qu'il avait couvert le procès Barbie. Et donc, c'est ces photos qu'on a tous vues du procès Barbie, avec Barbie... avec un gentil sourire affable, habillé en parfait gentleman. Et Marc Ribot disait « la photo ment ». Et voilà, je crois qu'il faut avoir conscience que, effectivement, entre l'image qui est renvoyée et la réalité du personnage, il y a un énorme fossé. Et c'est vrai que cette phrase, je l'ai trouvée incroyable parce que Barbie, sur les photos réalisées par Marc Ribot, pour le Nouvel Obs à l'époque, mais vraiment, c'est le dandy anglais parfait grand-père. Enfin, voilà, c'est sidérant comme force de tromperie. Mais je crois effectivement, comme Patricia, que ça se voit pas forcément. Et je voulais aussi citer le cas Bertrand Cantat qui m'a beaucoup frappé parce que lorsqu'il était emprisonné, il a eu, ça tu dois le savoir, un nombre de groupies qui sont venus le voir, qui s'occupaient de lui, etc. Mais sidérant. Mais tous. Et je pense que ça tient à leur duplicité, à leur clivage extrême. Et on le voit dans le cas du grêlé. Le grêlé, c'est à la base un gendarme de la garde républicaine du régiment de cavalerie. Sur ces photos de gendarmerie que j'ai publiées,
le mec, il est beau, il est bel homme, quoi. Et au plus fort de ses crimes, bah, ce type, en fait, il a un clivage tellement puissant qu'il donne le change et qu'on ne voit rien sur son visage. Et à la centrale pénitentiaire d'Ensisam, il y avait un truc mais horrible où ça m'a complètement désarçonnée. Parce que on avait les criminels sexuels, ok. Mais à un moment donné, je discutais avec le collègue d'établi, en fait, de Guy Georges. Parce que Guy Georges avait du diabète, il était à l'infirmerie, bon bref. Et je discute avec un type et qui me paraît normal. Et je me dis, ce type-là, enfin, vu la manière dont il cause, etc., celui-là, c'est un des braqueurs de l'établissement, quoi. Et à la fin, je dis, est-ce que je peux mettre votre vrai prénom ou pas? Il me dit, oui, vous mettez Mourad J, il n'y a pas de problème, ok. Et donc, je n'avais pas le droit de demander ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils étaient là, en fait. Et donc, bah, je le demande pas. Hein. Et ensuite, je vais en 12 des surveillants, sur les portes de la détention, je note les noms des gens. Et à un moment donné, je vois Mourad Jamra. Je dis, bah tiens, je note ça en douce, et le soir, je googleise tout le monde. Et là, mais horrible. Ah oui, le mec, quand j'étais partie avec le photographe, il avait dit, au revoir Madame Patricia, 2025 ou 2026. Un truc. Et ça m'avait glacé, et le photographe se marrait en disant, mais non, t'as fait une touche, toi, c'est pas possible. Je googleise le type, Mourad Jamra, violeur en série multirécidiviste de la région de Grenoble, ingénieur informaticien, père de 3 filles, et qui le soir disait à sa femme qu'il allait faire un jogging, et il emportait une cagoule, il emportait un couteau, et il escaladait les immeubles et rentrait chez les étudiantes pour les violer. Là, mais franchement, je n'en ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis dit, mais à quel point on peut se tromper ? Ce type, on ne peut pas imaginer 10 secondes qu'il est ce violeur en série, quoi. Oui, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau ? Qu'est-ce qui est déconnecté quand il y a une action qui fait que ça va pas être connecté, parce que chaque neurone a une action bien précise. Et je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de lien entre le système habituel de la personne qui vit et puis au niveau de... Est-ce qu'il y a quelque chose de commercial? Est-ce qu'on a fait des analyses au niveau du cerveau pour savoir s'il n'y a pas une répétition? Parce que je me rappelle être passée chez professeur Saboro en neurologie et avoir eu des fois des patients qui faisaient des actions dont ils ne se souvenaient complètement pas. On ne voyait rien au niveau des yeux, rien au niveau de la mimique. Est-ce qu'il y a eu des analyses sur des faits répétitifs d'équivalents commerciaux ou autre chose? Alors voilà, une excellente question, difficile à y répondre. Très difficile à y répondre parce que vous posez là vraiment le mode de fonctionnement profond de la pensée et des contradictions qu'il peut y avoir dans un individu. Je propose qu'on arrête là puisque c'est la séance et qu'on reprenne. Non, mais qu'on reprenne votre question avec un neurologue qui va venir après et qui sera beaucoup mieux placé que moi. Merci. Pour essayer d'y répondre.